qu'elle s'interroge, avec plaisir, ça me permettra encore plus de peaufiner sur certains points. OK? Donc, moi, je suis Virginie Févet. Je dirige le centre de formation qui s'appelle Startac, un centre d'apprentissage de marketing digital par la pratique, installé dans les Yvelines. Ça fait 15 ans que je suis dans le digital, donc j'ai créé plusieurs sociétés et j'en ai revendu 2, toujours dans le digital. J'ai été côté client, c'est-à-dire côté acheteur donc d'agence web, et j'ai été également, j'ai eu une agence web pendant 6 ans, ce qui me permet finalement d'avoir les deux côtés, d'autant plus que ma toute première expérience initialement, j'ai notamment acheté des prestations web. Et ça finit effectivement en procédure puisque j'ai pas eu le rendu que j'attendais. Donc voilà, donc je vous propose peut-être, alors Marketing Doga, je ne sais pas quel est votre prénom. Donc c'est Caroline. Caroline, merci Caroline. Donc peut-être de nous dire qui vous êtes rapidement et si vous sous-traitez une agence, quelles sont un peu vos problématiques aujourd'hui, quoi. Alors, moi, je suis chargée de communication marketing digital dans une société qui s'appelle Doga et qui commercialise des outils pour l'industrie. Nous, on a fait développer un site internet il y a environ 4 ans par une société et on a eu quelques petits déboires puisque cette société s'est fait racheter à de nombreuses reprises. Et plus on a changé d'interlocuteur et plus on a sombré en enfer, puisque les différentes sociétés avaient changé un petit peu d'optique et de spécialité, et ce qui nous amène aujourd'hui à chercher un nouveau prestataire pour reprendre à la fois la TMA et l'évolution de notre site internet. Donc c'est intéressant pour moi de savoir quels sont les 10 pièges. Voilà. Okay. Ça marche. Très bien, merci. Philippe, peut-être succinctement, Succinctement. Alors, je sais que tu précises succinctement parce que tu sais que je suis assez bavard. Ça dure combien de temps? Non, mais c'est l'enthousiasme. Alors, non, rapidement, moi, je dirige une entreprise à statut un peu particulier, entreprise adaptée, donc, qui accueille donc des travailleurs handicapés. On est une société assez notoire et dans le domaine de l'impression numérique, donc en France. Et nous, de la même façon, donc, on a fait appel à une agence de communication digitale pendant la période Covid, parce qu'on a besoin de se repositionner sur de nouvelles cibles et puis évidemment de communiquer aussi sur les gens qui nous intéressent. Et on a fait, nous, appel, alors je ne la citerai pas parce que je ne pense pas que ce soit de bon augure, mais on a fait, nous, en revanche, appel à une société qui est une filiale d'un grand groupe de communication. Donc, normalement, on ne devrait pas avoir le problème donc de la personne chargée de marketing, dont je n'ai pas le nom, de chez Doga, parce que ces sociétés-là vont rester bien en place. Mais on a eu aussi tout un ensemble de déboires. Donc, moi, pour l'instant, j'ai rencontré aussi, je dis, Virginie, dans le cadre d'une formation LinkedIn. Et on a échangé furtivement, mais en même temps, elle m'a donné quelques petits points précis qu'il fallait effectivement bien regarder dans notre relation avec une agence de communication digitale. Et donc, voilà, j'ai trouvé que tout ce qu'elle me disait était pertinent. Et en tout cas, ça m'a déjà permis de recadrer certaines choses, moi, avec mon agence. Et donc, je participe aujourd'hui pour avoir les compléments. Voilà, sachant que j'ai quelques soucis, on pourra en parler après, effectivement, avec cette agence qui est grosse agence, dans un fonctionnement un peu industriel, on va dire. Voilà, et j'ai simplement la chance d'avoir un interlocuteur de l'agence avec qui on s'entend particulièrement bien et qui met le contrepoids un petit peu à toutes ces difficultés rencontrées avec ce type d'organisation. Voilà. Merci Philippe, en même temps pour le témoignage, c'est très sympa. Merci. C'est la vérité surtout. Donc, ouais, c'est chouette. Ok, Baptiste, peut-être veut prendre la parole rapidement? Non? Ok. Nadia? Nadia, son micro est coupé apparemment. Les deux micros sont... Ah non? C'est pas. Oui, tout le monde a le micro coupé. Bon, en tout cas, celui qui veut peut-être prendre la parole peut se manifester dans le chat. Sinon, on va commencer.
va commencer un peu le webinaire. Ah, voilà. Vous Là, on va m'entendez? l'entendre. Voilà, c'est mieux. Ouais. Bonjour. Excusez-moi, j'ai des petits problèmes de connexion. Hein, donc, je m'appelle Nadia. Alors, moi, je suis en reconversion professionnelle. Donc, je n'ai pas de problème particulier avec un prestataire. Voilà, parce que je n'en ai pas pour l'instant. Et en fait, moi, je me forme. Et voilà. Et puis voilà, je me forme. Bah, merci Nadia. Merci de participer au webinaire. Nadia aussi est une fidèle. Donc, merci de me suivre en tout cas et de suivre tous les webinaires qu'on anime. Ok, bon, bah, je vois que personne s'est manifesté d'autre pour se présenter, donc je vais essayer de vous transmettre quels sont selon moi les pièges à éviter et surtout quelles sont les bonnes pratiques. Parce qu'une fois qu'on a dit il y a un problème, il faut savoir quand même qu'il n'y a pas d'agence parfaite. Hein. Enfin, je veux dire, il faut quand même, il y a une réalité, c'est que on a toujours, moi j'entends souvent certains qui me dressent le portrait de l'agence idéale, pas chère, de bonne qualité, etc. Bon, il y a toujours des compromis. Et donc, l'idée, c'est de savoir déjà bien cerner ce que vous avez besoin et quelles sont vos priorités. Ce sera le point un peu numéro 1 pour ensuite bien choisir votre prestataire. C'est un peu, j'ai toujours envie de comparer. Je crois que pour ceux qui suivent mes webinaires, je compare souvent au couple. Bon, il n'y a pas de mauvais et bon conjoint, il y a seulement celui qui colle à vous, donc qui est en fonction de vos valeurs et votre besoin et vos priorités. Donc, pour démarrer, je vais juste aller sur Canva. Bon, je vous ai présenté. On a un peu échangé sur vos expériences. Peut-être la première chose, le premier point. Et alors, pour expliquer, j'ai eu donc 6 ans une agence digitale. Hein, j'ai démarré de rien et donc je l'ai montée de A à Z. C'est monté à une dizaine de personnes. Une agence qui avait une très très bonne notoriété avec un taux de satisfaction proche des 100%. Donc, on s'est positionné à l'époque sur du très haut de gamme en disant, enfin très haut de gamme, tout est relatif, pas forcément dans les prix, mais en tout cas de belles prestations, surtout orientées résultats. C'était notre signature. On avait décidé de se différencier comme ça. Et donc, je peux dire un peu les points. C'est que souvent, la première chose à faire, on dit souvent les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés. Moi, je pense que quand même, un premier point qui doit vous alerter, c'est de regarder la communication des agences avec lesquelles vous travaillez et d'aller analyser le site. Aujourd'hui, il est très facile, d'ailleurs, vous avez des outils comme Web Analyzer qui vous permettent d'analyser, par exemple, le SEO du site d'une agence. Et vous allez voir les erreurs. Et donc, très, très rapidement, vous pourrez savoir déjà si eux sont capables d'optimiser leur référencement, surtout si c'est leur métier, surtout s'ils vendent cette prestation. Ça, c'est le premier point. Alors, encore une fois, il faut toujours relativiser parce que, effectivement, souvent, quand on a beaucoup de clients, on s'occupe peu de sa communication. Donc, il y a aussi cet enjeu-là. Donc, on fonctionne par le bouche à oreille et puis on ne prend pas le temps de bien lisser tout ce qu'il faut. Mais bon, il y a quand même des points qui peuvent vous alerter. Je vais donner un exemple tout bête, c'est la technologie utilisée sur le site internet de l'agence qui va vous faire votre site. Je ne sais pas si certains d'entre eux, et je me demande si on a échangé, mais par exemple, si vous voyez Spip, voilà, faut s'alerter un peu. Ce sont des vieilles technologies et donc qui sont plus utilisées. Et donc, si l'agence est encore sur ce genre de techno, voilà, ça peut être des points un peu d'alerte. Donc, moi, je vous inviterais quand même à regarder un peu ce qu'ils font et comment ils le font et aussi de regarder leurs références. On en parlera un peu plus tard aussi. C'est comme un entretien de recrutement. Quand vous recrutez quelqu'un, il n'est pas comment dire, interdit de demander la reco de 2 personnes et de les appeler pour savoir comment ça se passe. Vous pouvez faire pareil. C'est appeler ces sociétés-là et leur demander alors comment ça se passe. Alors, il n'y a pas juste la relation commerciale, mais est-ce que vous avez du résultat? Est-ce que ça vous amène des clients? Est-ce qu'aujourd'hui, vous atteignez les objectifs qui ont été fixés initialement? Est-ce que vous en êtes satisfait globalement? Ça, il n'y a pas un chef d'entreprise qui vous refusera de répondre à ces questions-là. D'accord? Le site, excuse-moi Virginie, le site sur lequel on peut vérifier le SEO en fait, de son agence, c'est quoi? Alors, tu peux aller sur Web Analyzer. Attends, je vais vous mettre le lien. C'est peut-être plus simple. Web Analyzer. Il y en a plein en plus. Hein. Vous avez une tonne de sites. Web Analyzer. Et ça, alors, par exemple, également, un point d'appel sur le site, c'est par exemple… attendez,
Je vous mets juste ici. Un point d'appel aussi, c'est par exemple les mots-clés sur lesquels ils sont référencés. Vous pouvez aller sur Alyze, A-L-Y-Z-E. C'est aussi un site qui vous permet de voir sur quels mots-clés ils se référencent. Imaginons, ils ont une agence web et ils se référencent sur le mot-clé qui est le plus répété, accueil ou achat. Bon, bah, on comprend aussi que la stratégie SEO, c'est peut-être pas leur truc, quoi. Donc, il faut bien regarder ces points-là sur le site internet. Je vous mets le site. Hop, je vous les mets dans le chat. Site Analyzer. Le deuxième. Oui, je t'écoute, Philippe. Non, mais c'était juste avoir un site là, pour vérifier effectivement la SEO. Et alors, un des points, si vous voulez regarder la techno, soit vous faites clic droit sur leur site, afficher code source, par exemple, et vous voyez tout de suite si c'est du WordPress ou si c'est autre chose. Soit, normalement, sur Site Analyzer, je pense qu'il doit vous extraire la techno, mais à vérifier ça. Mais dans tous les cas, vous pouvez le voir à travers le code source. En tout cas, et si vous ne savez pas faire, et si vous ne voulez pas faire, prenez une tierce personne qui le fera à votre place. Prenez conseil auprès d'un expert. Quelqu'un qui, il y a des gens qui sont spécialisés, qui vont des chefs de projet, un marketing digital. Ça vaut le coup d'aller même sur Malte pour en prendre un en freelance et vous faire accompagner pendant un temps sur une mission, au moins pour qu'ils vous donnent leur avis objectif sur l'agence que vous choisissez. C'est mieux ça qu'un déconvenu parce qu'une collaboration avec une agence est normalement longue, c'est beaucoup d'investissement de votre part, donc il vaut mieux commencer sur des bonnes fondations. Pas de questions sur le point numéro 1 ? Ok. Excusez-moi, s'il vous plaît, que le site est valable pour partout au monde ou juste en France? Alors, je ne comprends pas, pardon. Le site, pour la vérification des prestataires, est-ce que c'est valable pour même les Marocains ou juste les Français? Ah oui, complètement. Vous pouvez vérifier n'importe quel site complètement. Il faut le faire, dans tous les cas. Okay, de toute manière, aujourd'hui, l'URL de base que vous prenez quand vous faites un site internet, c'est un .com. Donc, dans tous les cas, c'est accessible depuis tous les sites. Parfait. Merci. Je vous en prie. Alors, on a vu pour les références de l'agence. Regardez aussi le type d'entreprise et quel secteur il travaille. Il est vrai que quand vous travaillez, si vous travaillez dans l'industrie, c'est quand même un secteur particulier. S'ils traitent que du B2C, ils n'auront peut-être pas la même facilité, la même appétence pour d'autres secteurs. Moi, je sais que dans mon agence, au bout d'un moment, on avait nous-mêmes choisi de travailler avec, par exemple, du discount, on ne savait pas faire. Et donc, on n'avait aucune référence dans le domaine. Et d'ailleurs, on refusait de prendre ce genre de dossier. Mais vous, à vérifier, parce que parfois, l'agence va dire oui, on sait faire. Oui, il faut quand même se familiariser. Ce n'est pas la même navigation, ce n'est pas le même wording, ce n'est pas du tout les mêmes designers. Autre chose aussi, d'ailleurs, j'en profite pour rebondir, mais on va en parler plus tard, c'est quand vous regardez le site internet, c'est l'équipe qu'il y a derrière. Quelle est l'équipe socle qui travaille sur vos projets? Et lorsque vous souscrivez, quelle est l'équipe qui va travailler sur votre projet? Je m'explique. Ça change la donne si vous avez un directeur artistique ou pas. Un directeur artistique, c'est lui qui va faire toute la créativité, qui va mettre en lumière un peu votre marque et qui va faire toute la partie un peu design, etc. Si on n'a pas, bon, il y a de fortes chances qu'on utilise un template de base et qu'après, ce soit simplement installé et réadapté aux couleurs de votre marque. Regardez également si ce sont des développeurs ou si ce sont des développeurs WordPress. Est-ce qu'il y a des développeurs back, des développeurs front? On pourra, si vous voulez, un peu peaufiner, faire un point sur l'équipe tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est important de savoir qui est derrière ou si c'est juste quelqu'un, un auto-entrepreneur qui vend des sites et qui après va sous-traiter ailleurs. C'est hyper important dans la qualité du rendu, dans le suivi et dans les délais. Donc, quand on parle de différents profils aussi, j'ai envie de dire, si un jour une agence vous dit on fait tout, il y a une personne qui fait tout, là, il faut s'inquiéter. C'est comme dans le bâtiment, vous n'avez jamais quelqu'un qui fait très bien la plomberie, l'électricité, en même temps la charpente et en même temps, je sais pas, le gros œuvre. C'est pareil sur un site internet, il y a des spécialistes qui codent, donc c'est vraiment un profil particulier avec des compétences particulières. Vous avez des gens qui sont spécialisés dans la navigation, dans l'ergonomie, dans l'UX. Vous avez des gens qui sont des traffic managers. Les traffic managers sont en charge du référencement du site et eux sont très affûtés dans toutes les techniques qu'on appelle SEO, Search Engine Optimization. Vous avez également des rédacteurs web qui sont spécialisés dans la rédaction de texte
optimisé pour le référencement. Bref, faites bien attention parce que une personne ne pourra jamais non seulement tout gérer, mais en plus, regardez bien s'il y a une compétence marketing. Parce que le marketing, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. Des techniques, moi, il y a 15 ans, quand on démarrait, le nerf de la guerre, c'était de trouver des bons techniciens, des bons devs. Ça coûtait super cher, on ne les trouvait pas. Aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est de trouver des bons marketeurs, parce qu'on sait que c'est eux qui vont pouvoir peaufiner votre cible, affiner votre message, faire performer vos campagnes et avoir une vraie stratégie globale cohérente, quoi. Donc, regardez bien qui est derrière en termes de marketing. Point suivant, les avis également sur la partie agence. Quand vous regardez qui elle est, regardez effectivement sur Google, Google My Business, sur Facebook, quels sont les avis, qu'est-ce qu'ont dit les gens et les recommandations sur LinkedIn. C'est important aussi de savoir s'il y a des gens qui ont été insatisfaits et pour quelles raisons. Alors, c'est vrai qu'il y a une étude qui montrait que 2% d'avis négatifs vendent plus que 0% d'avis négatifs parce qu'on a tendance globalement à se dire que s'il y a 100% d'avis positifs, il y a forcément quelque chose et qu'il faut forcément s'inquiéter puisqu'il y a quelque chose de dissimulé. Alors oui, encore une fois, personne n'est parfait et il y aura toujours des points. On vous dira peut-être, je sais pas, cette agence, parfois, ils ne respectent pas tout à fait les délais, mais ils sont très bons. Alors après, est-ce que c'est le délai qui est prioritaire ou c'est le fait qu'ils soient très bons? Bref, il va falloir concilier, mais en tout cas, vous ne pouvez pas vous passer d'avis. Et s'il n'y a pas du tout d'avis, c'est inquiétant aussi parce que aujourd'hui, une bonne e-réputation, ça passe par ça. Donc, s'ils doivent vous conseiller en e-réputation et que même n'ont pas plein d'avis positifs ou en tout cas plein d'avis publiés, bon, on peut toujours se dire, bon, vous allez me conseiller sur quoi? Encore une fois, on est quand même dans une approche par l'exemple et donc au minimum pouvoir répondre à ce qu'on conseille à son client. Ensuite, il y a un point sur les technos utilisés. Alors, je ne sais pas si vous connaissez tous un peu, vous êtes familiarisés. Je pense à Doga qui est là, je crois. Sur le sujet de la techno, je crois que c'est un de vos sujets. Oui, en effet. Oui, nous, on a eu besoin de trouver, au moins pour reprendre rapidement notre site, une structure qui était compétente dans la techno qu'on avait choisie à l'origine. Et alors, finalement, vous en êtes resté à recommencer avec cette techno et chercher une agence ou changer de techno? Pour l'instant, on a l'agence avec laquelle qu'on a sélectionnée est tout à fait en capacité de nous accompagner avec la techno actuelle, puisque notre problématique, c'est de se faire reprendre rapidement. Et ils ont également une casquette avec une autre techno qui nous permettra éventuellement par la suite de pouvoir switcher si on le souhaite. Ok. Pour l'instant, ça fonctionne bien? Pour l'instant, ils en sont à l'audit. On n'a pas de retour encore. On est vraiment tout au début. Ok, très bien. Sur les technos, il y a des recommandations particulières par rapport à ce qu'on souhaite développer. Ouais. La techno, c'est quoi? C'est des technos, c'est une histoire de chronologie, de récence, ou alors il y a vraiment des domaines dans lesquels il faut avoir des technologies particulières. Alors déjà, il y a 2 points à considérer. Vous avez 2 façons de créer un site internet, quand même 3 maintenant. La première, c'est, si je compare toujours à la construction, c'est je veux du sur-mesure. J'ai un projet avec un cahier des charges ultra précis, des fonctionnalités hyper précises. Je veux, c'est un peu la maison d'architecte. Je veux pouvoir avoir telle fonctionnalité qui fonctionne comme ça, qui se connecte à ça et comme ça. Donc mes désirs doivent devenir la réalité. Et donc à partir de là, évidemment, on recommande ce qu'on appelle du code en from scratch, c'est-à-dire on part de rien, on code souvent avec une base de travail qui s'appelle un framework. On choisit par sa notoriété, par sa mise à jour et par la communauté qu'il y a derrière. Parce que les frameworks sont mis à jour régulièrement. Alors, je vais essayer de déchiffrer un peu le langage et le rendre plus accessible. Un framework, c'est une bibliothèque d'objets qui va permettre de faciliter le développement d'un site internet quand on décide de coder ce qu'on appelle from scratch, donc en partant de rien, en dur. D'accord? C'est-à-dire qu'on écrit, c'est comme la maison d'architecte, on la construit de bas en haut, sans prendre de structure préconçue ou des choses déjà préfaites. D'accord? Quand on choisit ce genre de projet, on sait quand même qu'un développeur from scratch, ça coûte 3 fois le prix d'un dev ou 2 fois le prix d'un dev CMS. J'expliquerai après la partie CMS. C'est beaucoup plus long. En revanche, c'est un outil qui est sur mesure. On a besoin ou pas du sur mesure.
c'est vrai que souvent, la plupart des entrepreneurs qui démarrent vont démarrer avec ce qu'on appelle une MVP, enfin, le minimum produit viable. Et donc, on va faire des structures rapides avec des solutions préconçues. Mais par la suite, il est indispensable d'avoir un outil parfois pour qu'il puisse fonctionner et qu'on n'ait pas de limite technique de faire appel à du from scratch. D'accord ? Et il y a même des applis comme Alan, la startup, vous avez dû entendre parler, qui a levé plusieurs dizaines de millions d'euros, qui a créé son propre langage de développement. D'accord ? Mais là, on est sur des projets d'envergure, okay, où vraiment il y a une pertinence. Donc ça, c'est la partie from scratch, gros projet. Sachant que quand on développe sur du from scratch, on a besoin quand même au minimum 2 compétences, souvent. Alors, c'est soit des devs, ce qu'on appelle, c'est moi qui perds mes mots. On a dev back et dev front. Ça veut dire qu'il vous faut quelqu'un qui s'occupe de la fonction technique derrière et backup, c'est un peu les fonctionnalités, tout le mécanisme finalement du site. Et front, celui qui s'occupe de la partie visible du site. D'accord ? Bon, bref, en d'autres termes, c'est plus cher, mais c'est plus personnalisé. Ensuite, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle des CMS, Content Management System. Les CMS, il y en a pléthore. C'est fait souvent ce qu'on appelle en open source, c'est-à-dire que c'est disponible gratuitement en ligne et créé par des communautés de développeurs. D'accord ? Donc, tout l'enjeu, c'est la communauté, comment elle vit. Pourquoi ? Parce que qui dit grosse communauté dit grosse mise à jour de sécurité et de fonctionnalité derrière. Et effectivement, ça va très vite. Il faut les mettre à jour en permanence. Dès qu'un CMS n'est plus mis à jour, malheureusement, je vous cite Spip parce que quand j'avais une agence, on venait nous voir en disant ouais, j'ai un site Spip, est-ce que vous pouvez me le mettre à jour ? J'ai dit ok, je vais chercher. Chez nous, on ne fait pas du Spip. Les développeurs n'en voulaient pas. Pour trouver un développeur Spip, mais c'était gros challenge. Le problème, c'est de trouver même des développeurs qui veulent bosser sur cette techno, par exemple. Donc, après, c'est ça le sujet. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, le plus tendance, c'est WordPress, évidemment, puisque vous avez une banque de templates disponibles, paramétrables facilement, illimitées. Vous avez plein de plugins qui vous permettent d'avoir plein de fonctionnalités différentes. Et c'est vrai que c'est le plus utilisé, donc la communauté continue à vivre. Et ensuite, troisième solution, c'est le no-code. Vous avez dû entendre parler, donc c'est encore une nouvelle approche, voilà, qui est encore toute récente. Et ça a des avantages, c'est pareil, vous construisez votre site par bloc et c'est accessible très facilement, c'est très rapide. C'est encore une autre chose. Moi, j'avoue que aujourd'hui, je suis encore friande du WordPress, mais je sais que le no-code va falloir y venir sans doute. On est encore dans une autre. Alors, tu me dis c'est du no-code, ça s'appelle du no-code, ça ? No-code. Alors, je ne sais pas si je peux vous mettre un lien. Parce que moi, je te précise, par exemple, que notre site se construit avec ce schéma, nous, actuellement. D'accord, ok. Voilà. Très bien. Ouais, je vous mettrai des liens, si vous voulez, sur le sujet. En tout cas, effectivement, ces 3 solutions comportent chacune des avantages et des inconvénients. Il n'y a pas meilleure solution, il y a juste en fonction de votre projet, vos ambitions, votre budget, vos délais, et après les ressources que vous avez en interne. J'ai envie de dire une chose, partir dans un projet from scratch sans avoir de compétences en interne, je trouve ça pas forcément pertinent. Je pense quand même qu'il faut, n'oubliez pas qu'un jour, si vraiment le web constitue un vrai pan de votre activité, il faudra quelqu'un pour le mettre à jour en interne, peut-être. Et donc, voilà, il y a des technos où c'est difficile de manager une équipe web. Enfin, un projet from scratch, par exemple, ça nécessite pas mal de compétences et donc pas qu'une seule personne. Il faut quand même y penser. Je ne sais pas si vous avez des questions sur cette partie technologique qui n'est pas évidente. Non. Ça vous paraît clair ? Bon, ok. Sur la partie techno, peut-être juste dire par rapport après, je pense que tu vas y venir sur les aspects droits de propriété, etc. Sur la partie techno, effectivement, quand on n'a pas voilà, pas s'engouffrer dans des choses où, même si on peut ensuite travailler sur son site, sauf avoir, comme tu dis, peut-être des compétences internes, faire gaffe après à pouvoir retravailler et assurer une continuité, quoi. C'est ça aussi. Et puis, alors, je reviens sur la partie agence. Quand même, quand vous travaillez avec une agence, vous avez plusieurs choix. Le choix de choisir une structure établie, une grosse agence. Avantage, grosse notoriété, grosse capacité de sortir du site ou en tout cas de la com,
Voilà, il y a des interlocuteurs qui gèrent vos projets qui sont assez costauds normalement, si ce n'est que bon, après, il y a une partie qui est confiée aussi parfois aux stagiaires. Mais en tout cas, vous êtes rassuré de ce côté-là. Vous avez des agences. Moi, j'ai toujours été friand plutôt des petites agences d'une dizaine de personnes parce que votre projet est important pour elles, parce que chaque projet est important. Elles ont les équipes en interne pour gérer. Et en général, c'est vrai que du coup, chaque compétence est hyper optimisée et doit être hyper bonne parce qu'on ne peut pas se permettre. On peut pas se permettre d'avoir un élément qui est pas bon parce que en fait, ça se voit tout de suite en tout cas. Et donc sur un site, sinon on sort pas de la qualité. Et après, il y a le choix du freelance et ça, c'est encore autre chose. C'est vrai que le freelance, c'est l'inconvénient. S'il va pas bien, s'il est malade, s'il fait du poney, bon vous le joignez pas. Et donc évidemment aussi, il lâche le projet. C'est ce que j'ai vécu moi il y a 15 ans. C'est-à-dire que j'ai signé avec une agence parisienne. J'en rigole aujourd'hui, mais il fallait vivre. C'est-à-dire que j'ai signé avec une agence, un budget de 35 000 €. Quand je suis arrivée dans les bureaux, c'était blindé de monde. Et en fait, on n'avait pas compris qu'ils avaient juste un petit bureau de 2 personnes à droite au fond. Et qu'en fait, le reste étant une autre société. Donc, ils cohabitaient. Et qu'en fait, le projet s'est vu confié par un développeur au Maroc, qui était un freelance, qui travaillait quand il en avait envie. Et du coup, à un moment donné, il a arrêté de travailler. Alors, je ne sais pas quels étaient les enjeux, la relation avec l'agence, est-ce qu'il les payait ou pas, enfin, je n'en sais rien. Et donc, je n'arrivais plus à joindre personne, quoi. Et donc, l'agence étant démunie, ne savait plus quoi faire. Les 2 mecs à Paris, de toute manière, ne maîtrisaient pas le web, donc incapables de reprendre le site et de pouvoir au moins nous livrer. Et puis, le freelance qui ne donnait plus du tout de nouvelles. Donc, faire attention, même à la structure qu'il y a derrière, et bien demander, par exemple, dans la question sur les équipes, c'est de dire, mais est-ce que ce sont des gens qui sont salariés chez vous? Question bête, mais salariés, vous êtes sûr qu'ils reviennent le lendemain, a priori. Bon, quand ils sont tous freelance, c'est pas la même relation quand même. Enfin, moi, un point sur lequel, en tout cas, j'ai porté de l'attention et c'est pour ça que quand j'ai créé l'agence, j'ai essayé d'être sûr que tout le monde va travailler qu'en interne avec des salariés. Autre élément, on en arrive à la partie le feeling. Alors, ça paraît évident, mais écoutez votre intuition et le contact que vous avez. L'interlocuteur que vous avez, c'est celui. Le marketing, encore une fois, parce que je répète, le nerf de la guerre, c'est pas l'exécution tout de suite, c'est la stratégie qu'il y a derrière, celui qui sent votre projet et qui sait finalement bien adresser votre cible. Donc, si le feeling n'est pas bon, si vous ne sentez pas la personne qui va travailler avec vous, pas la peine d'insister. C'est vraiment une relation humaine et c'est une relation de collaboration qui ne va pas toujours être simple. Et donc, pareil, si vous sentez que la communication n'est pas fluide, vous ne comprenez pas son vocabulaire, vous ne comprenez pas ce qu'il veut vous dire, ce n'est pas clair, voilà, je pense que ça doit vous alerter en tout cas sur la relation que vous avez avec. Un point essentiel. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, l'un d'entre vous, de ne pas sentir les choses. Finalement, c'est très fluide depuis le départ dans vos relations avec les agences. Moi, je peux donner déjà mon expérience puisque j'ai démarré. C'est très important parce que nous, par exemple, dans notre relation actuelle, on a effectivement un interlocuteur avec qui on a un très bon feeling, qui a de la compétence et qui très franchement se bouge pour nous, et intervient, suit sur tous les services. Et d'ailleurs, on aurait presque trop tendance maintenant à s'appuyer sur lui, alors qu'effectivement, il faut qu'on arrive à essaimer sur tout le monde, les gens du design, les gens, etc. Enfin voilà, chacun ses spécialités. Et c'est vachement important parce que s'il n'y avait pas. Et ce type, effectivement, c'est ce qui me fait moi poursuivre, ce qui nous fait poursuivre, c'est qu'il a parfaitement compris. On est en plus, nous, dans un créneau très particulier. Il a parfaitement compris, et assez rapidement, notre logique, nos attentes, etc. Et donc, du coup, voilà, c'est un superbe lien avec les structures derrière opérationnelles, quoi. C'est un. Bon, point important. Donc, vous avez raison. Après, c'est la confiance que vous avez en lui. Parce que si vous n'avez pas confiance, c'est comme quand vous faites construire une maison, ça peut devenir l'enfer. Ouais. Vous collez des angoisses très, très souvent. Donc, effectivement, il faut quand même bien se fier à cette intuition qui est hyper essentielle. Et puis ensuite, il faut évidemment la suite. Et surtout être très cash avec la personne avec qui il y a effectivement cette fluidité, cette confiance. Et pas hésiter effectivement à poser les bonnes questions qui parfois dérangent. Mais
Voilà, et ben, nous on l'a dérangé beaucoup et c'est aussi là qu'on a vu comment il réagissait et comment, voilà, comment il rattrapait, comment il prenait le truc en charge, quoi. Donc effectivement c'est parlant. Donc, oui, important ça. Le feeling, donc. Moi, ce qui m'a semblé important aussi, c'était qu'il parle mon langage, c'est-à-dire que ce soit pas noyé dans des considérations trop techniques, absolument imbuvables, où on essaie de me faire croire des choses par des termes techniques. Il faut pouvoir être en capacité de comprendre ce qui va être fait, comment ça va être fait, et ça n'a pas besoin d'être par un discours trop technique. Ça, c'est un point essentiel, vous avez raison, c'est de vous faire comprendre. Et d'ailleurs, on le verra que dans le contrat, moi, un de mes regrets que j'avais quand j'ai signé mon contrat avec mon prestataire, c'est de ne pas avoir mis un lexique. Parce que souvent, il y a des points de désaccord. On se dit, c'est évident. Je vais donner un exemple qui est très basique, mais lorsque vous parlez, vous dites, je veux un site dynamique, bah, vous voyez un truc avec des images qui bougent, etc. Quand vous dites à un développeur, je veux un site dynamique, il l'entend avec une interface, un espace d'administration qui permet de modifier les contenus. Donc, ce n'est pas du tout la même perception du dynamisme. Donc, il y a plein de petites variations comme ça qu'il faut maîtriser. Et donc, il ne faut pas hésiter à en faire un lexique en début de contrat qui permet d'être clair sur ce qu'on veut, sachant que n'oubliez pas que vous avez un interlocuteur, mais que derrière, il y a des exécutants. Et donc, parfois, la transmission entre votre interlocuteur et ceux qui vont exécuter, elle n'est pas toujours bonne. Donc, faciliter les choses par un document en expliquant bien, finalement, ces points-là et le lexique, ça leur permet de bien comprendre quand ils vont lire le document ce que vous attendez d'eux. Ensuite, point numéro 2, la solidité de l'agence. Donc, un point important, c'est de regarder aussi quand même la structure. Que c'est une entreprise récente, quelle est l'année de création, son capital. Alors, évidemment, ça ne vaut pas grand-chose parce qu'on sait que, de toute manière, si on veut déposer le bilan, on déposera le bilan, que l'année de création. Mais quand même, de voir le nombre d'années d'exercice, parfois, on peut se dire quand on a duré, je sais pas, 5-10 ans et qu'on a l'activité d'agence, bon, c'est plutôt rassurant, enfin, entre parenthèses, sur l'ambition. Moi, je regarde toujours parce que si on voit qu'elle a été créée il y a moins de 2 mois et que la personne n'affirme pas, parfois on peut expliquer, je lance mon projet, je lance mon agence, mais effectivement, faut quand même, c'est un point de référence, je pense, quoi. Et son évolution aussi de chiffre d'affaires, si c'est stagnant, si ça chute, hein, comment ils vivent la suite, quoi. Donc, j'accélère un peu, je crois. Point numéro 3, le cahier des charges. Alors, il y a plusieurs clauses dans le cahier des charges qu'il faut regarder, plusieurs éléments, notamment les délais. Alors, pourquoi je l'ai mis? Moi, quand j'avais signé alors, pour info, j'avais signé une agence et on avait mis un délai global de signature et pas par étape. Grosse erreur. Il faut des points d'avancement dans le cahier des charges pour différentes raisons. La première, c'est que ça vous donne une visibilité si vous êtes en retard ou pas. Parce que sinon, on dit, quand est-ce que c'est fini? On dit, bientôt, dans 1 mois. Mais quand est-ce que c'est fini? Et vous ne savez pas en fait où ils en sont. Donc, c'est important de dire, voilà, la première étape, on veut la mise en ligne de la partie, je sais pas, vitrine à telle date. Deuxième étape, ou validation déjà même du template à telle date, intégration à telle date, mise en ligne à telle date, ensuite telle fonctionnalité à telle date, etc. Et découper cette prestation en étapes. Pour plein de choses, parce qu'en plus, ça vous permet... donc, la petite anecdote, c'est que quand j'ai été au tribunal contre l'agence et que j'ai attaqué aussi notamment pour les délais, il m'a été dit, mais comme j'avais envoyé un mail 2 semaines avant en disant, bon, écoutez, si vous n'arrivez pas à fournir l'intégralité du site et à le livrer, livrez-moi au moins les premières fonctionnalités. Mais en faisant ça, comme c'était un contrat global, j'ai fait repartir les délais à 0. Donc, au moment où je passais au tribunal, les délais recommençaient à 0. Il fallait que j'attende la fin de la date de livraison du projet global. Je ne sais pas si je suis très claire. N'hésitez pas à me dire. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que important de bien fixer des délais avec des éléments tangibles, très factuels sur ce que vous allez avoir. Et surtout de mettre des clauses aussi d'intérêt en cas de retard. Et des très grosses clauses. Il n'est pas inintéressant de se dire c'est 500 € par jour de retard. Ok, vous êtes sûr de vous, mettez l'agence, vous savez que vous allez livrer en temps et en heure, c'est 500 € par jour de retard, etc. Enfin, ça, je pense que tu parles de sites marchands, donc une conséquence très forte en fait sur une réalisation de chiffre d'affaires, quoi, pour demander. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Du site vitrine ou un.
Ben oui, parce que toi, peut-être que ton enjeu, je dis n'importe quoi, mais tu as un événement le 1er septembre, tu fêtes les 10 ans de ta boîte, et Oui, ton d'accord. site qui sont en ligne, quoi. Oui, En alors, fait, sauf effectivement, bah, oui, enfin, s'il y a un enjeu effectivement financier fort avec un événement, oui, d'accord, d'accord. ou même, de manière générale, en fait, tu n'as pas à t'en justifier. Ils doivent respecter des délais, c'est un contrat. Toi, tu t'engages à payer avec des échéances, tu t'engages à respecter les clauses du contrat, ils doivent s'engager à respecter aussi les délais. Et donc, du coup, accepter, il y a toujours des clauses, normalement, de pénalité de retard. Mais ça, quand on dit 500 € par jour, comment tu peux appliquer des indemnes aussi fortes? Enfin, c'est pas, par rapport aussi à un budget, enfin, est-ce que, je Oui, sais ça pas, dépend. si tu fais un site à 3000 balles, ça me paraît difficile de demander 500 balles par jour, quoi. Donc, Non, bah, c'est sûr. Non, à 3000 voilà. balles, ça va être compliqué. En revanche, tu peux mettre déjà, je sais pas, 100 € par jour. Tu vois, c'est pas D'accord, d'accord. déconnant. Donc là, je rappelle aussi que dans le contrat, on rappelle bien les termes de ce qu'on attend. Et quand je parle de termes, de se comprendre et de se faire comprendre, il y a aussi des choses très précises, incontestables pour se faire comprendre. Je m'explique. Si dans le cahier des charges, j'ai écrit que vous voulez un site rouge et bleu, c'est pas pareil que de mettre la référence du rouge d'Adobe, de mettre exactement et d'être très précis dans ce que vous voulez, ou le code que vous voulez, ou la techno avec la version, etc., quoi. N'oubliez pas, chaque élément, plus vous avez de la précision, c'est pour ça que parfois faire appel à un maître d'œuvre externe, un chef de projet web externe, c'est intéressant parce qu'il va vous mettre tous ces éléments-là qui sont incontestables. Donc, n'hésitez pas à mettre de la précision pour vous faire comprendre. Jamais de termes hyper larges du style je veux un site design, je veux un site beau, je veux un site haut de gamme. Ça ne veut rien dire. En fait, le haut de gamme, il y a des gens qui trouvent que les canapés orange sont haut de gamme et d'autres que c'est un canapé noir. Et donc, on n'a pas tous la même perception du haut de gamme. Donc, choisissez la précision. Vous voulez un site, je ne sais pas, avec, si vous parlez de, je veux un site épuré, précisé, chaque bloc doit être séparé de 10 pixels. Les zones, jamais de texte collé à moins de, je sais pas, de 5 pixels du bord des boutons. Je veux des boutons qui soient en arrondi ou en rectangle. Je veux jamais de dégradé, pas de biseautage, mais en revanche, je sais pas, je veux des couleurs, voilà les références des couleurs à utiliser, des déclinaisons. En termes de police, pas de police comique, MS, etc. Que des polices droites, pas d'usage de l'italique. Enfin, soyez précis. Voilà, précis sur tous ces éléments-là. Ensuite, oups. Droit d'accès. Alors, on en arrive parce que Philippe, on en a discuté, justement. Les droits d'accès, en fait, restez toujours libre. Ça, c'est ma première recommandation. Vous devez avoir droit à l'accès à l'espace d'administration et les droits administrateurs de votre site. Vous devez avoir même la propriété, parce qu'on parle de propriété également, des noms de domaine, et ce ne soit pas la société et l'agence. Il y a des agences qui, fut un temps, faisaient ça, réservaient les noms de domaine à leur nom. Et ensuite, quand vous quittiez l'agence, vous disiez maintenant, si tu veux la racheter, c'est 500 €. Un nom de domaine, ça vaut 5 ou 7 € l'année. Donc, soyez vigilants à garder les droits sur tout, et surtout les droits d'accès à tous les espaces, quoi. Si on vous fait une campagne Google AdWords, par exemple, c'est intéressant d'avoir un accès au moins au compte, au moins en mode consultatif pour voir, parce que souvent les agences en ads, elles vont vous prendre, je sais pas, vous avez payé 1 000 € et dessus elles vont vous prendre une partie qui sert à mettre en place la campagne, la maintenir, etc. Parce que celui qui la maintient pas, c'est compliqué. Alors pour information, puisqu'on avait discuté de ça, puisque tu sais que moi j'étais sur un Google Ads donc à hauteur de 1 500 € donc mensuel. Il y a sur cette partie, me semble-t-il, pratiquement 30% de commission prise par l'agence. Pas mal. Ouais, c'est beaucoup. C'est en tout cas, à mon avis, au moins 10 de trop. Enfin, après, moi, je me réfère à ce que je constate dans le business, parce que moi, je suis sur des choses un peu différentes. Voilà. Je pense que 20, c'est correct. 30, ça devient effectivement assez... sauf à ce qui est effectivement une prestation associée. Voilà, c'était juste pour te dire, tu m'as demandé de vérifier, j'ai vérifié. Et effectivement, et d'ailleurs, il faut faire assez attention parce que moi, dans mon contrat, donc je t'avais un peu fait passer, dans l'intitulé même et sur la facturation, il était mentionné abonnement premium Google Ads temps. C'est-à-dire qu'on
à aucun moment on parlait de gestion. Enfin, il n'y avait pas du tout, d'éclatement sur le montant entre la partie investie effectivement et la partie de commission. Et en plus, l'intitulé portait comme titre abonnement premium A. Donc on peut penser que c'était le montant de l'abonnement et la totalité de la somme engagée sur le Google Ads, quoi. Donc, et effectivement, ça n'est pas le cas. Donc, il y a deux sujets. Effectivement, les pratiques, c'est souvent 20%, plus que 30% en tout cas. Et la deuxième, donc c'est bien de savoir qu'est-ce qui est pris pour la maintenance de vos campagnes et donc comment la répartition est faite entre le vrai achat, la vraie enchère sur Google et la partie de l'agence. Mais là où c'est encore plus délicat ou grave pour vous, c'est que si vous n'arrivez pas à cerner combien de budget a été mis, votre coût d'acquisition va être faussé. C'est-à-dire que vous avez besoin de calculer votre coût d'acquisition par canal d'acquisition sur le web. Donc, vous devez pouvoir comparer un canal puis un autre. Et donc, si vous savez ce qui est pris 20 ou 30%, vous dire en fait, j'ai mis 10 000 €, j'ai eu 10 contacts, le contact me coûte 1 000 €, et qu'en fait, non, puisqu'il y a 30% de moins, ça ne vous coûte pas ça en vrai si vous le faisiez vous-même à terme. Et donc, c'est important de pouvoir comparer les différents canaux entre eux, finalement, sur du brut, entre parenthèses, déjà, pour savoir combien ça vous coûte et est-ce que c'est rentable. Parce que parfois, Google Ads, ce n'est pas forcément rentable pour toutes les activités. Donc, c'est important de le cerner. OK. Point suivant. Qui est affecté au projet, les fonctionnalités et la compréhension globale. Effectivement, donc là, c'est pareil. Même dans le cahier des charges, n'hésitez pas dans le cahier des charges, dans le contrat, à demander à ce qu'on vous dise qui est affecté au projet, quelle est l'équipe qui travaille sur votre projet, quelles sont les compétences de chacun, pour comprendre ce qui va être livré derrière. Je vous l'ai dit, si on vous dit on va faire du référencement naturel et qu'il n'y a que des devs qui travaillent sur votre site, ça ne va pas le faire. Donc, il faut au moins un traffic manager ou un spécialiste SEO, quoi. Donc ça peut s'écrire également et vous pouvez l'imposer. Merci de l'écrire dans le contrat, que finalement, il y aura un chef de projet, un développeur et un traffic manager affecté au SEO, par exemple. Ensuite, même chez vous, important aussi, et chez lui, c'est d'avoir un interlocuteur. Et ça peut être, encore une fois, une tierce personne, un externe, un chef de projet ou autre, qui va gérer cette interface pour le projet. Si vous n'y comprenez rien ou si vous ne cherchez pas à y comprendre, moi, je vous invite à prendre des gens qui y comprennent. Enfin, bon, je vous inviterai toujours à maîtriser vous-même. Moi-même, n'étant pas développeuse, je me suis monté un site il y a… Bon, là, je l'ai supprimé, mais j'ai quand même essayé de me monter un site WordPress il y a 1 an. J'ai réussi en 5-6 jours, avec des tutos, à me le monter moi-même. Donc, bon, évidemment, je suis un peu plus dans le web, mais ne serait-ce que ça m'a permis de comprendre. Et donc, quand là, j'ai fait faire mon site, bon, quand on me dit, bah ouais, sur tel point, je peux pas faire, si, en fait, ça, c'est possible, mais il faut le faire comme ça, ou est-ce qu'on peut essayer ça, ou est-ce que… Et donc, je sais à peu près ce que je peux dire. Et en plus, au-delà de savoir un peu, c'est aussi votre crédibilité. Parce que quand on sait que vous n'y connaissez rien, on ne vous parle pas de la même manière. Enfin, c'est aussi un peu ta formation… si je ne me trompe pas, un peu CNAM, technique, machin, qui te permet aussi d'aller là-dessus, quoi. C'est pas, non? Pas du tout. Mais j'ai un master gestion. J'ai jamais appris le web à l'école, jamais. J'ai appris le web toute seule, sur Internet, en créant ma première boîte, et j'ai tout appris en faisant de la pratique, telle que je l'enseigne dans mon école maintenant. D'accord. Telle que nos intervenants enseignent. Mais c'est vrai que l'idée, c'est pour ça que j'invite toujours à faire par la pratique. Je crois que tu as bien vu comment ça se passait, parce que quand tu mets les mains dedans, il suffit 2-3 détails à dire à ton prestataire pour qu'il comprenne que tu as compris. Et quand il comprend que tu as compris, tu vas voir, ça change la relation. C'est plus la même. Donc c'est un vrai sujet. Donc, même si tu ne vas pas faire ton site toi-même, participer à une formation pour apprendre à le faire, c'est pas bête. Le web va constituer une vraie activité stratégique dans ta boîte, quoi. Ou en tout cas, quelqu'un de chez vous. Mais je ne suis pas du tout technicien, je n'ai pas vocation à être développeur, en plus, ce n'est pas du tout mon truc. Je ne suis pas très, en tout cas, voilà, je suis pas très friand de ce genre de choses. C'est pas techno, quoi. Je pensais que tu étais quand même assez friande de la techno. Bah, j'aime le digital, mais le digital, c'est plutôt le marketing me passionne. Mais après, la partie code, etc., franchement pas. Mais bon, je m'y mets parce qu'il faut, et voilà. Fixer des objectifs. Alors, il ne faut pas hésiter, un partenariat avec une agence, c'est aussi de fixer des objectifs communs.
sais pas si vous avez déjà entendu parler de des objectifs SMART, c'est-à-dire bien spécifiques, bien mesurables, atteignables, réalistes, avec un temps donné. À vous d'incentiver votre agence. C'est-à-dire, voilà, d'ailleurs, c'est ce qu'on faisait nous dans notre agence. On disait, bon, en arrivant, combien votre site génère de leads par mois? Ah, ok, il faut 5 leads par mois. Votre objectif, c'est quoi? 10? Ok. On va, nous, décemment, en regardant votre site, le marché, etc., on peut travailler ensemble à se dire que notre objectif commun, c'est celui-ci. Alors, ça peut être des leads, ça peut être de la fréquentation, ça peut être plein d'éléments. Les objectifs, c'est, entre parenthèses, très personnel, c'est en fonction de chaque problématique. Mais c'est important d'impliquer l'agence, c'est-à-dire qu'est-ce que vous poursuivez? Est-ce que vous poursuivez de faire du chiffre d'affaires? Est-ce que vous poursuivez de faire de l'inscription ou de la visibilité? C'est un sujet. Et surtout, j'ai envie de vous dire que même vous, dans l'état d'esprit même, si en tout cas vous décidez de le faire en interne même, c'est de vous fixer des objectifs même à votre équipe. Pourquoi? Parce que ça challenge tout le monde. Ok, cette semaine, d'ailleurs, quand on parle, je ne sais pas si ce sera l'objet d'un nouveau webinaire d'ailleurs qui s'appellera Gros Hacking, mais quand on parle de gros hacking, on est orienté résultat. Donc on se dit, cette semaine, j'ai 10 contacts, la semaine prochaine, je vais en avoir 7% de plus ou 10% de plus. Et chaque semaine, c'est comme ça. Et donc, quels sont les moyens? Je pars de l'objectif pour définir les moyens. Vous, c'est pareil. Il va falloir partir de aujourd'hui, on en a 3. Quand on aura le site, il nous en faut 10 par mois. Qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre pour ça? Ok, on a estimé qu'on a un taux de conversion de 2% sur le site, c'est-à-dire que 2 personnes sur 100 visites remplissent le formulaire contact. Il n'y en a qu'une seule qu'on arrive à signer. Donc, en fait, pour faire, je ne sais pas, 10 contacts par mois, il faut tant de visites. Et donc, pour faire tant de visites, soit j'achète de la publicité, donc j'achète par de l'ADS, ou je fais de l'organique. Et de l'organique, ça veut dire que je vais publier de l'actualité. Bref, je vais avoir toute une stratégie de référencement naturel structurée. Mais en tout cas, il faut bien partir de ces objectifs et se fixer toujours 1, 2 objectifs max. Parce que quand on s'en fixe trop, on finit par pas les atteindre, on finit par s'habituer à l'échec et on se réjouit de fausses victoires. On est content de faire du trafic alors que finalement, on voulait faire du chiffre d'affaires. On est content d'avoir quand même atteint de faire du trafic. Donc, le sujet, c'est de fixer des objectifs précis et pas trop d'objectifs, 1 à 2 maximum. Et qu'on suit dans la durée chaque semaine. Avec un timing très serré. Moi, je suis toujours sur la semaine parce que je me dis que se fixer sur le mois, on se laisse toujours après les 28 premiers jours pour se dire qu'on atteindra l'objectif. Donc, sur la semaine, c'est des délais très courts qui nous poussent à faire des choses chaque semaine différentes. J'ai envie de dire, c'est un peu ce qu'on a travaillé, Philippe, notamment sur la partie LinkedIn. C'est de se dire, voilà, cette semaine, je mets un post, c'est 1000 vues. Et ça ne doit pas être en dessous. Qu'est-ce que je fais pour atteindre ces 1000 vues? Qui je dois taguer pour le faire? Quel sujet je dois aborder qui concerne mon client? Quel hashtag je dois utiliser pour? Mais il va falloir que je fasse. Et comment je le relève? Et si je suis à 800, au bout de 3 jours, il faut que je fasse quelque chose pour que ça atteigne 1000. Donc, je vais le repartager. Je vais aller dans des groupes. Je vais aller remettre du commentaire. Je vais aller retaguer 2-3 personnes, etc. jusqu'à atteindre 1000. Au passage, on peut taguer n'importe qui dans un poste, même quelqu'un qu'on ne connaît pas, pour aller chercher son périmètre. On peut, ouais. On peut. Je me suis posé cette question parce que c'est bon. Je te dirai pourquoi. Je te dirai ça en off. Parce que sinon, j'ai quelques solutions moi qui sont assez radicales. Ouais, enfin, n'oublie pas que si tu tagues des gens qui, par contre, ne répondent pas à ton poste, tu perds en jus, en visibilité. Enfin, bref, on ne va pas rentrer dans LinkedIn, mais on en a déjà parlé, donc il faut le faire très stratégique. Et trop de personnes taguées, c'est pas toujours. Je dis ça, mais il y a des posts où je tague pas mal de monde, mais il faut alterner, en tout cas, et pas faire. N'oublie jamais On a le droit de citation, quoi. C'est ça que je veux dire. Ouais, alors, oui, et j'ai envie de te dire, n'oublie pas que. Comment dire, il vaut mieux parler à 3 personnes et convertir ces 3 personnes que de s'adresser à 1000 et d'en toucher 0. Donc, je suis tout à fait d'accord. Je pense toujours. C'est pour ça que j'ai pris un premium depuis la semaine dernière sur LinkedIn. Voilà. Ok, bon, on avance parce que, pardon, le temps passe. 5e point, la subjectivité. Détachez-vous de ce que vous aimez, de ce que vos parents, vos amis aiment, etc. Et allez sur quelle est la finalité, enfin, quelle est de façon objective ce que vous avez besoin. Et n'oubliez pas, encore une fois, de partir de l'essentiel. Ne tombez pas dans les vieilles pratiques qui consistaient à dire on attend, on n'a pas encore finalisé, il faut encore que ce soit validé par l'équipe et ensuite par ça, et ensuite rédiger ça, puis le visuel ne nous convient pas, et le texte, etc. Exécutez, mettez en ligne et ensuite modifiez. Ça vous pousse à modifier, ça vous pousse à ne pas procrastiner. La deuxième chose, c'est que ça vous pousse à améliorer. Quand on dit on fait du test and learn, normalement, quand vous mettez en ligne un site, c'est là où démarre l'évolution du site.
Vous devez pouvoir analyser la data et vous dire chaque semaine, je vais modifier. C'est pour ça que si vous faites du WordPress, c'est plus simple. Mais chaque semaine, je vais modifier quelque chose pour améliorer la performance. Exemple, sur ma page d'accueil, je m'aperçois qu'il y a 100 visites cette semaine, que j'ai fait un taux de conversion de 1%, je vais changer la couleur du bouton et pour la semaine prochaine, je vais analyser les performances et je vais voir si je fais 2% par exemple. Si je vois que je diminue, ok, je vais changer une autre couleur et je vais faire des essais. Et normalement, un site qui vraiment évolue bien, c'est chaque semaine un petit élément, jamais plus d'un élément testé, évidemment, sinon vous ne saurez pas qu'est-ce qui a fait performer la page, mais c'est à chaque fois un petit élément pour améliorer votre site. Donc, si c'est un visuel qui ne convient pas et que finalement le photographe n'était pas dispo et que ça retarde de 3 semaines le site, non. Mettez-le en ligne et vous changerez le visuel plus tard, quoi. Et si c'était l'idée de faire un événement et de faire une grande sortie, alors ça se fait de moins en moins quand même de dire lancement, voilà, J- machin, mais si vous voulez en faire un vrai événement, c'est pas grave. Vous ferez un événement en disant ça y est, le site. Mais c'est vrai qu'en 2022, on s'arrête jamais de faire évoluer les choses, de les améliorer en permanence. Donc, voilà. Et détachez-vous encore une fois de ce que vous pensez, ce que vous aimez, ça c'est le point important. Voilà. Faire la différence entre ce qu'on aime et ce qui fonctionne. Alors, ensuite, faites attention. Autre point de vigilance, c'est de ne pas être bien entouré et pas être expert sur le sujet. Entourez-vous des meilleurs et n'hésitez pas à faire appel à eux pour avoir des conseils. C'est hyper essentiel. Et donc, j'ai envie de dire, choisissez votre entourage. Et si vous mettez un pied dedans, il faut absolument consulter et avoir quelques avis derrière et les écouter aussi. Parce que souvent, le problème, c'est que moi, j'ai vu tellement de fois, on m'a demandé un avis, puis à la fin, on m'a dit, ouais, mais finalement, j'ai pas le budget pour. Bah ouais, t'as pas le budget. Et puis, c'est vrai que les gens après reviennent des années après en me disant, ah oui, mais finalement, bah, du coup, je me suis fait encore avoir. Bah oui, mais parce que finalement, choisir par le budget, c'est pas la solution. Parce qu'on en a toujours pour son argent, parce que quand on veut des jambons, bah, ça coûte cher. Et que, bah, voilà, parfois, il faut choisir les bons compromis de ce côté-là. Prendre de la hauteur, optimiser aussi vos rencontres. Ça peut être hyper chronophage. On dit souvent les agences, on va faire un point interprojet. Fixez-vous des points d'avancement courts mais efficaces. Peut-être toutes les 2 semaines ou toutes les semaines, on fait un point de 20 minutes, un compte-rendu de ce qui a été fait et on valide les éléments ensemble. Ne détachez pas un point de 2 mois comme ça en disant, bah, attends, ils nous livrent dans 3 mois, on laisse faire, on verra à la livraison. Non, je veux un point d'avancement intermédiaire pour valider les éléments ensemble et avancer, mais des éléments, enfin, des points qui sont très courts et succincts. On ne va pas y passer 3 heures pour revenir sur certains éléments. Voilà. Laisser des délais raisonnables, c'est pareil. Combien d'acheteurs finalement mettent une pression dingue en disant non mais moi il me faut le site, ça je l'ai connu des années, il me faut le site la semaine prochaine. Bon bah vous l'aurez pas la semaine prochaine. Ah oui bah tant pis, il me le fallait la semaine prochaine. Ouais mais tu préfères un site mauvais qui ne performe pas que d'attendre 1 mois et d'avoir un bon site. C'est pareil. Il n'y a jamais de magie. Enfin, si on veut du bon travail, il y a parfois même des délais incompressibles et des étapes de choses qu'on fait les unes après les autres. Et donc, c'est pas la peine de mettre la pression à des équipes prestataires et des humains derrière. Si en tout cas, mettre des délais, si elles vous disent il en faut pour 3 semaines, respectez ce délai-là, quoi. Alors après, il faut savoir si 3 semaines, c'est parce qu'ils ont trop de clients ou si c'est parce que votre projet nécessite 3 semaines de développement, mais analysez bien ça. Et si vous faites appel à quelqu'un d'externe pour vous conseiller, demandez-lui son avis. Son avis, au vu du cahier des charges mûrement décrit, là, dis-moi combien de temps il faut pour le réaliser, quoi. De la même manière, on dit délai, mais tirer sur les prix, c'est pareil. Tirer sur un prestataire et dire non, mais j'ai que 3 000 €, je fais que ça. Soit le prestataire est honnête et vous dit bah, pour 3 000 €, vous avez ça. Et donc, vous n'aurez pas tout ça. Soit il va se plier au départ, il était à 50 000, il finit par vous dire 3 000, et là je vous dis fuyez, il y a un problème. Donc faites attention à ça, tirez sur les prix. Dans ces domaines-là, les compétences coûtent très cher. Un bon développeur aujourd'hui, franchement, il doit se faire payer 40, 50K au minimum. Je parle sur des technos, pas du from scratch, c'est un peu plus sur du from scratch. Mais voilà, un bon traffic manager, il n'est pas en dessous de 40, 45K. Un bon chef de projet web, ok, un junior, on peut être dans les 45, mais après on monte très vite dans les 60. Donc après, vous calculez au coût jour x2 avec les charges et plus la marge de l'agence et vous avez votre coût. Donc si c'est en dessous, posez-vous les bonnes questions. Est-ce qu'il externalise ailleurs?
Est-ce qu'il il a mal évalué le délai ou il va être complètement pris à la gorge et il n'y livrera jamais. Donc, c'est un vrai sujet aussi. Bon, une base de 200 KE annuels, alors, divisé par 300 jours, quoi. Et on a toujours... Non, mais après, c'est des choix. Non, mais c'est bien d'avoir ce point de référence. Voilà, donc après, on a parlé du planning, donc j'avance un peu dessus. Être transparent aussi. Ça, je l'ai connu des années aussi en tant qu'agence. Le client qui, à la dernière minute, lui dit « Ah non, mais je ne vous ai pas dit, voilà, ça, on n'a pas, ça, c'est pas de très bonne qualité. Finalement, ça, la personne, elle s'en va. » Et c'est vrai que du coup, les déconvenus avec l'agence, bon, ça crée une désorganisation et ça crée aussi l'opportunité à l'agence de vous dire « Oui, mais vous ne m'aviez pas dit ça. » Et donc, comme je ne savais pas, voilà. Donc, soyez très transparent. Vous pouvez même parler de la difficulté de votre boîte. Ouais, en ce moment, on vit une période, on a perdu 60% du chiffre d'affaires avec le Covid. L'enjeu, c'est très rapidement de faire du chiffre d'affaires. On a une tension. Attendez pas la sortie du site en disant non, tout va bien, et à la fin de dire non, mais en fait, la pression, c'est que dans un mois, on va faire du chiffre, parce que sinon, on meurt, quoi. Sinon, c'est pas là qu'on pourra vous sauver. Donc, dès le départ, affichez clairement pourquoi vous le faites, quels sont les enjeux, quelles sont vos priorités, et voilà, et développer cette relation de confiance, quoi. Comprendre la répartition des coûts, c'est aussi ça qui est important. Pareil, faut aussi, et vous, dans vos choix aussi, quand vous managez un prestataire, c'est de savoir si vous mettez 1 000 € dans le site et 10 000 € dans de l'ADS, bon, il faut bien réfléchir à la répartition de ce que vous allez faire. Et de ce que c'est. C'est-à-dire que, en gros, un site internet à 1 000 €, ça n'existe pas. Ou alors, encore une fois, c'est quelqu'un qui a vraiment pas de clients, ou je sais pas, enfin, en tout cas, ça n'a pas de sens. Donc, vérifiez bien les coûts. Et essayez de comprendre, comme on l'a dit aussi sur l'ADS, combien ils vous prennent pour la maintenance, comment ils prennent pour l'exécution. Parce que si en gros, ils vous vendent 10 000 € le site, mais qu'ils l'achètent 100 €, bon, il a tiré sur les prix. Derrière, vous allez avoir un exécutant qui ne va pas être bon, qui va être frustré, qui va peut-être pas bien faire son travail, alors que finalement, vous aviez payé le bon prix. Donc, c'est important aussi de comprendre comment est réparti derrière les coûts, quoi. J'essaie d'accélérer un peu, je suis désolée, il y a du retard. Point numéro 7, comment ça marche? Le rapport prix-prestation, répartition des enveloppes. Donc ça, on en a parlé, mais on va approfondir une question, c'est qu'est-ce qui est inclus dans ce que vous achetez? Parfois, on se retrouve, je dis parfois parce que dans 70% des cas, on se retrouve pas. J'ai oublié de vous dire, mais là, il faut acheter le plugin, ça coûte 200 €. Puis là, vous n'avez pas acheté l'hébergement, mais pour un site comme celui-là, il faut un hébergement autonome, puis il faudrait quand même faire une sauvegarde mensuelle. Bon, bah, ça coûte tant. Puis en même temps, il faudrait sécuriser, puis prendre un certificat HTTPS, là, de sécurité. Puis en même temps, avec RGPD, il faut instaurer ça. Et puis donc, en dernière minute, d'un coup, on vous charge de plein de choses. Donc, dès le départ, soulevez les bonnes questions. Je vais donner un exemple le plus basique qu'il puisse y avoir au monde, c'est le SEO. Souvent, on achète un site et on se dit, mais nativement, le SEO sera compris. Ça ne veut rien dire, le SEO sera compris. Pourquoi? Parce que le SEO, enfin, le référencement naturel, c'est un ensemble de techniques. Déjà, il y a 10 ans, ils avaient fait une étude que 97% des sites Internet sur la planète n'étaient pas optimisés pour le SEO. Donc, il faut juste se dire qu'il y a un ensemble, on parle d'optimisation d'ailleurs, on parle de Search Engine Optimisation, parce que c'est un ensemble de techniques, toutes cumulées, optimisent, mais qui ne vous garantit même pas la première place. Donc, c'est vraiment de l'optimisation. Donc, il faut préciser. Quand ils vous disent, OK, le SEO est inclus, OK, vous faites quoi? Vous écrivez les balises, des balises uniques par page, vous les saisissez dans l'interface, vous nommez les images, est-ce que vous réduisez le poids du site pour qu'il réponde aux standards de Google? Est-ce que vous hiérarchisez les titres H1, H2, H3? Est-ce que, je ne sais pas, vous rédigez des contenus et les textes sont orientés sur une mot-clé bien précise? Bref. Est-ce qu'il y a du backlink? Est-ce qu'il y a du maillage interne? Qu'est-ce que vous faites pour optimiser? Il faut vraiment qu'ils précisent exactement qu'est-ce qu'ils vont appliquer. Et je peux vous dire quand même, mais moi qui n'ai plus d'agence aujourd'hui, mais qui est quand même le retour de nos apprenants qui me disent, en général, soit ils font le minimum syndical, mais c'est très rare que vous ayez un site, c'est pas décrit, qui vous fait tout ça. Mais vous avez l'impression que c'est fait. Et même, il y a même des basiques, il y a des agences qui ne vous font même pas la déclaration auprès des moteurs de recherche. Donc là, on est vraiment dramatique. Donc, franchement, prenez le temps de demander, merci de me décrire dans ce document exactement ce que vous allez faire quand vous dites, je vais référencer le site. Quand ils vous disent, on va sécuriser le site, merci de m'expliquer quel plugin vous installez,
Et également, un des points importants, c'est est-ce que les plugins, imaginons que ce soit un projet qui se délivre sur 6 mois, je pense à vous, pour Doga, qui se délivre sur 6 mois ou 8 mois, est-ce que lorsque le site sera livré, les plugins aussi seront à jour et tous mis à jour au moment de la livraison? Pendant combien de temps il y a une maintenance des plugins? Pardon, c'est mon fils. Donc, dans tous les cas, demandez bien tout ce qui est compris et détaillé, chaque ligne, même dans le site internet. Est-ce que l'achat du template est inclus? Est-ce que c'est un template qui nécessite, parfois il y a des templates où il faut s'abonner et chaque année repayer? Donc, oui ou non? Dans les plugins, quel est le prix des plugins? Est-ce que c'est inclus également? Ou est-ce qu'il va falloir repayer l'année prochaine? Bref, c'est vraiment des points hyper essentiels. N'oubliez pas que si vous prenez un site WordPress ou, je crois que c'était dans cette page Joomla, c'était la 3e techno pour Doga, c'était quoi la techno? Alors, activer mon micro, c'est Drupal. Drupal, voilà. Ouais. Et ben voilà, donc bien savoir s'il y a une maintenance derrière, qui fait la maintenance derrière de tous ces plugins, parce que certains disent bah, c'est pas grave, j'appuierai sur le bouton, évidemment, on va dans l'espace admin, on se dit je vais appuyer partout, et je vais mettre à jour, ce qui est écrit mettez à jour. Et ça, jamais. Et si vous faites ça, imaginons qu'il y ait un des plugins qui soit vérolé ou qui bug quand ils vont se mettre à jour, vous perdez tout. Donc, à moins que vous ayez fait une sauvegarde, il faudra réinstaller, etc. Mais donc, ce qu'on fait en général, un développeur va faire une sauvegarde juste avant de mettre à jour les plugins. Ensuite, il va mettre à jour et ensuite, au cas où, il aura quand même une version restaurée, quoi. Bref, qui met à jour et comment ça se passe, à quelle fréquence, etc., quoi. Je ne sais pas si c'est clair aussi sur ça. OK. Bon, alors, la cession de droit, on en est là. Aussi, point important, est-ce que vous avez le droit, je ne sais pas si vous savez, mais effectivement, propriété intellectuelle, vous ne pouvez pas modifier comme ça une création graphique. Donc, il faut quand même savoir si vous avez les droits pour modifier, faire évoluer votre charte graphique et sur quoi on vous cède les droits aussi sur le site. Parfois, aussi des agences qui vous disent on code selon notre propre langage et c'est leur propre framework. Donc, savoir si vous avez les droits aussi d'usage et les droits de modification. Donc, important vraiment, parfois ça vaut le coup, si vous avez un ami proche, de faire relire le contrat par un avocat. J'entends avocat spécialisé web, ça paraît fou, mais moi j'ai pour habitude de prendre des gens spécialisés dans chaque secteur parce que ils savent les bons réflexes. La cession de droit, c'est pas la même chose en ligne, enfin, même si c'est le même droit, mais c'est important de connaître les bons réflexes sur un site, des cas qu'on a pu voir, des procédures de gens qui ont dit, qui ont revendiqué le droit sur quelque chose ou voilà, des suppléments. Et par exemple, quand vous faites une création graphique auprès d'une agence, parfois il y en a certaines qui vous disent c'est une création graphique qui est valable pour tel usage, tel support et pas d'autres. Oui, mais quand tu dis ça, c'est sur les droits, la cession de droits. Si on a les droits sur le site, on a les droits de modifier, etc. Enfin, c'est qui peut le plus, peut le moins. Non, mais non, pas du tout. C'est pas parce que tu as les droits sur le site de modifier. C'est comme, je sais pas, si on fait une comparaison, normalement, c'est une œuvre, c'est considéré comme une œuvre, une création graphique, tu vois. D'accord. C'est comme si tu achètes une peinture et tu dis, bah, attends, mais moi je rajoute la moustache et le machin, j'en fais ce que je veux. En fait, tu peux pas modifier une œuvre comme ça sans l'autorisation de son créateur. Il faut une création donc ça veut dire quoi, avoir les droits sur son site? Ça veut dire qu'il doit être écrit explicitement dans ton contrat. Alors, je ne suis pas avocat, donc je ne vais pas te dire la clause exactement, mais systématiquement, nous, on la revoyait, mais de dire qu'on cède les droits totalement de modification, d'évolution de la maquette et que chacun est libre, enfin, voilà, le client est libre d'utiliser et on fournissait en plus les fichiers sources de toute notre PAM. Par exemple, même le logo, quoi. Typiquement, vous avez des agences qui vous créent un logo et qui ne vous donnent jamais le fichier source. Oui, les fichiers sources, ça, c'est essentiel, d'accord. Voilà. Mais les droits, on est d'accord. Mais quand tu dis voilà, qu'on considère ça comme une œuvre, dans ce cas, on est un peu embêté quand même. Bah donc, il faut qu'ils vous cèdent les droits. D'accord. Ça s'écrit, c'est tout. Hein. Tu sais, c'est comme un contrat de salarié. Dans un contrat de salarié, il cède les droits sur tout ce qu'il crée pendant ses heures de travail. Et normalement, tu dois mettre une clause comme ça, comme quoi. Oui, enfin, moi je connais ça dans les affaires musicales, toi, donc on est dans le même type de principe. Exactement. Ensuite, les paiements, alors je vous conseille aussi de les répartir en fonction de l'avancée du projet, ce qui est plutôt motivant pour l'agence. Première partie, je livrerai ça, je paye ça. Deuxième partie, je livrerai ça, je paye ça. Jamais tout payer d'avance ou des gros acomptes trop importants qui font que si c'est livré en retard, au moins ils savent que les paiements, c'est en fonction.
Ça paraît évident, mais c'est pas toujours le cas. Ensuite, j'ai envie de dire, alors ça, c'est ma philosophie. Je vous invite, alors c'est sans vendre mes formations, c'est juste parce que je pense que c'est essentiel, c'est apprendre les bases de ce qu'on veut faire. Bien. Prenez un bouquin, prenez quelque chose, des tutos ou une formation, mais informez-vous du sujet sur lequel vous travaillez. Encore une fois, si c'est un site internet, comprenez au moins les bases pour pouvoir dire, tiens, pendant un rendez-vous, mais tiens, je viens de voir ça. Ou quand vous dites, moi, ça m'arrivait à l'époque d'avoir des gens qui me disaient, mais ça, c'est pas possible, on peut pas le faire. Mais si, évidemment que c'est possible. Et en fait, il faut le faire comme ça, comme ça. Et au moins, vous crédibilisez et vous permettez de ne pas vous laisser entraîner. Enfin, voilà. Ça pose aussi les bases d'une relation équitable. Juste comme ça, parce que je n'ai pas eu le temps pour l'instant de rentrer dedans. Dans le bouquin que vous avez donc coécrit avec Maëlys, on retrouve des informations. Des informations là-dessus, quand tu dis, voilà, commencer à apprendre un peu. Ouais, tu as tout. On explique les langages de développement, le no-code, le from scratch, le CMS. On explique les équipes qu'il faut pour faire un projet web. On t'explique les budgets qu'il faut y allouer. On t'explique les points clés du cahier des charges et les points juridiques de session de droit. D'accord, ok. Un résumé, hein, c'est un résumé, encore une fois. Mais voilà, après, tu peux pousser plus le sujet. Mais bon, on a mis ce qu'on a. Enfin, moi, j'ai transmis dedans ce que j'avais appris et des points sur lesquels j'ai quelques regrets parce que j'ai perdu pas mal d'argent dans ces expériences-là. Mais bon. Donc voilà, et ensuite, bon, bah, encore une fois, quand on dit comprendre ce qu'on achète, c'est le bon vocabulaire, c'est les bons objectifs, c'est les bons enjeux et c'est les bons KPI. Donc, c'est les bonnes métriques derrière qui vont vous permettre de mesurer. Je vous le dis, il y a des choses qui doivent vous alerter. Je vais vous donner quelques trucs, mais si votre site a un taux de rebond de plus de 40%, par exemple, si vous voyez tout ce que c'est qu'un taux de rebond, il y en a qui ne voient pas ou... Redis le taux de rebond. Le taux de rebond, c'est le nombre de personnes qui viennent sur votre site et qui repartent directement. Donc, s'il est plus de 40%, il faut s'inquiéter. Il y a quelque chose à faire. Ça ne va pas. Ça veut dire que, à moins que vous ayez qu'une monopage, si vous n'avez qu'une page, ils ne peuvent pas aller ailleurs. Et normalement, ils sont censés, ou alors, si vous avez mis le numéro de téléphone, en gros, contactez-nous. Et donc, ils n'ont pas l'impression à aller plus loin dans le site. Mais sinon, ils sont censés aller naviguer un peu plus profond. Il y a quelques indicateurs clés. C'est pour ça qu'il n'est pas question d'avoir un site internet sans, au minimum, avoir des métriques derrière, un analytique qui est programmé pour pouvoir suivre ce qui se passe sur le site et comprendre. On arrive à la fin. Déjà, peut-être vous avez des questions pour finir. Ça vous paraît tellement clair que maintenant, vous allez parler à votre agence. Caroline, Philippe? C'est clair, c'est assez clair pour moi. Et bon, bien sûr, ça n'évite pas les surprises, mais on a balayé, on a fait un bon tour de ce qu'il fallait, des points d'attention, ouais, en effet. Non, mais sur la performance d'un site, à part quand on est sur des sites marchands, où là, il y a effectivement le chiffre d'affaires immédiat de prise de commande en ligne, les gens qui remplissent par exemple un questionnaire, qui demandent ou qui se... comment on peut savoir que ça arrive par le site? Il faut qu'on le demande ou il y a un... Important. Comment on peut mettre en relation la connexion sur le site et ensuite la relation, le contact, je ne sais pas comment on peut appeler ça, physique, pas physique, mais le contact par téléphone, les gens qui nous appellent, quoi. Comment on peut lier tout ça? Ce qui est sûr, c'est que la base dans ton analytique, c'est d'aller dans la partie objectif et de paramétrer un objectif. Donc, ça peut être le clic sur un bouton ou le remplissage d'un formulaire. Tu peux le faire.